échange. Donc on propose de se caler là-dessus pour les prises de parole. Et puis voilà, merci à tous les intervenants. Je passe la parole à Marc du coup pour l'introduction. Merci de l'invitation. Donc je ne sais pas si je vais vraiment répondre. Je vais mettre ce côté, je suis habitué à je ne sais pas si je vais vraiment répondre à la demande, hein, puisque c'est moins une réflexion sur élevage et impacts environnementaux que plutôt une réflexion prospective sur la place de l'élevage pour une agriculture durable, biologique en particulier, mais aussi là, depuis quelques mois, je développe une réflexion sur la question énergétique. Donc voilà, c'est l'occasion de vous faire partager mes réflexions. Je me suis trompé. Oui, c'est pas voilà. Donc, il va dire que je n'ai pas écouté les consignes. Voilà, si c'est bon, ça y est, je crois que je vais y aller. Voilà, donc un plan très rapidement. Hein, donc quelques éléments de contexte pour rappeler des enjeux de l'élevage et particulièrement pour le bio. Après, c'est un peu une réflexion plus ancienne. Donc je m'excuse auprès de certains d'entre vous qui l'auraient déjà entendu hein, sur le rôle et place de l'élevage pour une agriculture durable. La partie un peu plus nouvelle sur élevage face aux défis climatiques, et une conclusion qui va montrer qu'il y a une convergence finalement des conclusions. Donc les enjeux forts, alors ça peut paraître trivial, mais c'est toujours bon quand même de les rappeler. De rappeler d'abord les services rendus, on parle toujours des problèmes de l'élevage en termes d'impact sur le changement climatique, etc. Mais je ferai quand même une digression très rapide sur les services de l'élevage. Et puis après, donc l'élevage est questionné par rapport aux gaz à effet de serre, très questionné aussi, et ça va renvoyer aux deux parties qui suivent, sur les surfaces de culture mobilisées par l'élevage. Des chiffres pour rappel, à l'échelle de la planète, c'est 500 millions d'hectares de culture qui sont dédiés à l'élevage. Pour rappel, la SAU française, c'est 25 à 30 millions d'hectares. Donc vous voyez, c'est 25% de la surface agricole française qui est dédiée à l'élevage en termes de culture à l'échelle mondiale, plus 1,3 milliard d'euros de prairies, mais il y a quand même ça, avec une grosse discussion derrière sur la concurrence que ça peut procurer vis-à-vis de l'usage de ces surfaces pour alimenter l'homme directement, voire pour produire de l'énergie. On peut très bien faire des cultures énergétiques sur ces surfaces-là. Donc je reviendrai fortement sur ces points-là, sachant que ces hectares de culture derrière, d'une façon globale, c'est plein d'intrants, dont les pesticides, les engrais et l'énergie, avec une notion de santé globale que je ne vais pas aborder, mais cette notion-là, en fait, tous ces intrants sont pris en compte dans cette réflexion de santé globale. Et la bio, par rapport à tout ça, bien entendu, sur les services rendus, elle a autant de services, voire plus que le conventionnel. Elle est très questionnée sur les gaz à effet de serre du fait de sa productivité, c'est-à-dire que les indicateurs classiques gaz à effet de serre, c'est des équivalents CO2 par kilo de produit. Et comme la bio est un peu moins productive, il peut y avoir un effet négatif. Le méthane va être divisé par une quantité de production plus faible, donc un problème particulier pour le bio. Enfin, quand même, pour boucler cette question-là sur laquelle je ne reviendrai pas, globalement, quand on pose la question gaz à effet de serre et bio en général, c'est ni oui ni non, ça dépend des contextes. On ne peut pas dire que le bio est plus ou moins bien que le conventionnel par rapport au gaz à effet de serre, parce qu'il y a des compensations diverses et variées. Voilà, et le bio est très confronté à cette question-là, donc il fera une partie de la réflexion qui va suivre. Voilà. Alors, rapidement, pour rappeler les services rendus, hein, on connaît très bien les questions d'alimentation et de fertilité des sols, mais quand on pose la question de l'élevage à l'échelle planétaire, en particulier, il y a plein d'autres services qui, chez nous, ne sont pas importants, mais qui sont déterminants dans différents pays. Par rapport à l'habitat, hein, les crépis sont faits à base de fumier, etc. La question énergétique, l'animal est un vecteur extrêmement intéressant pour concentrer l'énergie. Donc la biomasse qui est pâturée va se concentrer au niveau des effluents qui servent pour cuisiner, etc. Donc un rôle important. Le travail, je ne le rappelle pas, et puis ce qu'on connaît mieux, c'est les paysages. Voilà, et puis tous les aspects gastronomie, culture. Donc souvent, on voit beaucoup les effets négatifs, mais il y a quand même tout ça qui rentre dans la balance et qu'il est nécessaire de rappeler. Alors je rentre dans le vif du sujet. Rôle et place de l'élevage pour une agriculture durable. Donc, je repars un peu en arrière. Hein, en 2016, un travail fait avec l'ITAB. Donc, le ministère de l'Agriculture avait mandaté l'ITAB sur la question de la quantification et le chiffrage économique des externalités de l'agriculture bio. Donc, c'était votre collègue Natacha Sotro qui avait piloté ça et je l'avais accompagné. La conclusion, rapidement, c'était cette espèce de grille. Là, vous ne voyez rien, mais c'est normal. Donc, il y a un jeu de couleurs qui reprend les performances de la bio. Donc, de différents types, environnemental, santé humaine, bien-être animal, etc. Et globalement, on voit qu'il y a quasiment du vert partout.
Ça veut dire que la bio répond très positivement à un certain nombre d'enjeux de performance. Quelques points litigieux. Donc, pour ce qui concerne l'élevage, on pourrait parler par exemple du pâturage qui est quand même très favorisé en bio, donc avec des problèmes de parasitisme qui peuvent être exacerbés par exemple par rapport au conventionnel où les animaux sortent moins, ou la prédation pour les poules en extérieur, etc. Donc, quelques petits points litigieux. En fait, je m'arrête surtout sur le dernier. Il y a un point rouge, c'est ce qui est indiqué avec le terme emprise foncière, c'est-à-dire pour produire la même quantité de denrées agricoles, le bio a besoin de plus de surface. Donc c'est directement lié à la productivité qui est inférieure au conventionnel, avec le chiffre moyen, toute production, tout continent, qui est de 20% de productivité. Donc c'est vraiment ce point qui pose problème et qui est source de pas mal de polémiques par rapport aux potentialités du bio. Alors, comment arriver finalement à utiliser moins d'intrants comme en bio, mais à limiter ce gap de productivité? Donc la question, c'est compenser cette baisse de productivité inhérente à la suppression de produits chimiques de synthèse. Donc, il y a plusieurs leviers. Habituellement, on en relève 5 ou 6. Je vais en présenter seulement 2 sur lesquels je vais m'attarder un peu. Donc, comment assurer une productivité suffisante? Donc, un des leviers, c'est de complexifier, diversifier les systèmes de production, donc jouer l'agroécologie pour finalement optimiser les fonctionnements et arriver à réduire ce 10% de moitié selon certaines publications scientifiques. Et le deuxième volet, c'est adapter les régimes alimentaires. Vous allez voir pourquoi, je pense que vous l'avez deviné un petit peu. Donc je vais aborder ces 2 points-là pour montrer que finalement il y a un certain antagonisme quand on cherche à les prendre simultanément en compte. Donc diversifier les grandes cultures, je vais aller vite parce que tout le monde connaît, hein. Donc complexifier pour assurer une productivité agronomique satisfaisante. Donc voilà, on rallonge les rotations, on les complexifie, on alterne des cultures printemps, d'automne, légumineuses, céréales, etc. Et ce qui est nouveau par rapport au conventionnel, c'est qu'il est quasi impératif d'inclure, de casser le cycle à partir d'une culture de fourrage, de légumineuses en particulier, avec différents avantages bien connus. Capter l'azote, casser les cycles, maladies, ravageurs, etc., et structurer le sol. Et une fois qu'on a mis ces légumineuses fourragères, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est là qu'on a vraiment un intérêt à les valoriser pour rajouter un produit à ces systèmes de culture, un produit viande, dont on connaît les atouts nutritionnels, etc. Donc, diversifier les grandes cultures, quelque part, ça veut dire réintroduire l'élevage dans ces systèmes-là. Voilà. Donc, on a vraiment besoin d'élevage, on va le réintroduire. Deuxième volet sur l'effet du régime alimentaire, donc la part des produits animaux dans les régimes alimentaires, donc lien avec le besoin en terres agricoles. Donc, je le fais court, hein. Aujourd'hui, là, je vais juste utiliser une référence d'une collègue de l'INRA, là, Emmanuel Caisse-Guillot, qui travaille à partir des cohortes BioNutriNet. Peut-être que ça vous dit quelque chose, hein. C'est des enquêtes au niveau national. Donc, il y a 50 000 consommateurs dont on suit le régime alimentaire, etc. Et il y a des bio, il y a des conventionnels. Donc là, le but de cette étude-là, c'était de comparer les gros consommateurs, donc cohorte Q5, gros consommateurs de produits bio versus les faibles consommateurs, Q1, avec ce petit graphique de résultats qui paraît compliqué, mais qui est assez simple. Donc là, je ne reprends que l'occupation des terres. C'est-à-dire que dans un régime donné, qu'est-ce que ça va demander comme surface agricole? Avec 2 effets. En fait, il y a 2 effets qui se combinent en un seul, qui sera l'histogramme jaune. Donc le premier effet, c'est l'effet bio-non bio, parce qu'on mélange 2 effets, c'est bio-non bio et composition du régime. Donc là, on cherche à décomposer les 2 effets. Si on s'intéresse donc le même régime entre les bio et les conventionnels, on regarde que bio et conventionnel, il faut 18% de surface en plus pour un régime bio, enfin pour une assiette bio versus conventionnelle, si c'est la même composition. Et là, c'est l'effet régime, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de bio ou non bio, mais le fait que les consommateurs bio consomment beaucoup moins de produits animaux fait qu'on aura besoin de 30% de surface en moins. Donc quand on cumule régime et bio non bio, la résultante, ce qui l'emporte, c'est le régime, c'est la part des produits animaux. Et globalement, en France, sur cette étude-là, le consommateur bio utilise 20% de surface de moins que le consommateur conventionnel. Donc vous voyez, ça fait plus que compenser finalement la différence de productivité. Donc c'est un effet vraiment puissant. Oh, alors là, j'ai carrément, voilà, et le réflexe d'appuyer. Voilà, ça va le faire. Voilà, donc conclusion, un très fort impact de la consommation de produits animaux sur la surface agricole. Et puis, les végans iraient très vite en disant, mais voyez, on vous l'avait bien dit, il faudrait supprimer les activités d'élevage. Comme ça, au moins, on est sûr de nourrir tout le monde proprement. Le problème, hein, on a vu le premier volet, hein, il nous faut de l'élevage pour optimiser les aspects agronomiques, et il n'en faut pas trop pour arriver à nourrir tout le monde.
Donc la grosse question, c'est quelle est la balance finalement entre les activités d'élevage et les activités de culture. Alors il y a différentes études, dont une, la plus ancienne, qui a été réalisée par une chercheuse des Pays-Bas, qui montre qu'aux Pays-Bas, l'optimum de part des protéines animales dans les protéines ingérées par l'homme à l'échelle des Pays-Bas, c'est 12%. C'est-à-dire qu'à 12%, on n'a pas de compétition de surface entre l'élevage et l'humain, puisqu'en fait, les animaux ne vont consommer que les coproduits, que les cultures intermédiaires, etc. Donc, si on a moins de 12%, finalement, il vaudrait mieux mettre de l'élevage parce qu'on pourrait nourrir plus de monde. Et si on est à 30-40%, finalement, on va consommer des céréales que l'homme aurait intérêt à consommer directement. Alors, aux Pays-Bas, il n'y a pas beaucoup de montagnes de zones herbagères. Et en France, j'ai vu sur Sikinra, mais je n'ai pas trop trouvé l'auteur, je pense que c'est notre collègue Jean-Louis Perrault qui a fait ça, on serait plutôt autour de 25% de protéines dans les protéines ingérées, sachant qu'aujourd'hui, on est à 2 ou 3 fois plus. Donc ça veut quand même dire qu'on peut diminuer 2 à 3 fois pour arriver sur ces optimums où on n'a pas de concurrence homme-animal. Voilà. Donc en résumé, quelle serait la situation idéale? C'est-à-dire tout ce qui est céréales protéagineux, il y en a à peu près 70% que l'homme peut consommer directement. Par contre, il y a des coproduits. Là, on est obligé de passer par l'animal pour que l'homme puisse en tirer profit. Et puis, tout ce qui est surface herbagère, qu'on ne peut valoriser qu'en passant par les herbivores. Sachant que l'herbe, on peut catégoriser sous nos latitudes en trois types. Donc, les prairies en rotation, telles que j'ai présentées avant. Tout ce qui est viticulture, arboriculture, où là, on peut faire pâturer les animaux. Et puis, tout ce qui est prairies permanentes et parcours, où là, c'est soit la forêt, soit l'élevage. Et si on reprend ces éléments un peu conceptuels-là, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la France par rapport à la situation actuelle? Donc, je me permets toujours une carte un peu provocatrice, où je refais l'agriculture française. Voilà. Quelle évolution de la place de l'élevage? Donc, si vous avez suivi jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'il faudrait fortement réintroduire l'élevage dans les zones de grande culture. Les réintroduire aussi, comme ça existe déjà en viticulture dans le sud de la France ou dans les vergers. Mais comme globalement, vous avez compris qu'il fallait diviser par 2 ou 3, ça veut dire qu'il faut quand même taper très très fort sur les zones où on a une grosse concentration d'élevage aujourd'hui. Donc tout le bassin ouest en particulier, mais pas que. Et puis également dans le Massif central, qu'on a hyper spécialisé en élevage depuis 50 ans, il y a la PAC, etc. Donc je pense qu'on a aussi des possibilités dans le Massif central pour utiliser les surfaces herborables, et il y en a 20 ou 25%, non pas pour faire de l'ensilage d'herbe ou du triticale pour les animaux, mais pour faire des céréales ou des légumineuses directement pour l'homme. Voilà, ça, parfois, il y a des gens qui réagissent là-dessus. Alors, pour quels équilibres? Parce que là, c'est un peu révolution. Hein, donc, après, il y a plein de questions derrière, mais il y a quand même des études de prospective qui sont disponibles aujourd'hui. Quelle production agricole permise globalement? Quels sont les impacts environnementaux globaux? Les impacts sociaux, bien entendu, hein, parce que si on tape très fort ici, le premier argument, c'est l'emploi. Commerce international, parce que tous les flux internationaux, les importations de soja, il n'y en a quasiment plus, mais les exportations de blé sur l'Afrique du Nord, il y en a peut-être beaucoup moins aussi. Donc, c'est plein de questions de ce type-là. Et puis, les questions de souveraineté alimentaire qu'on a bien vu pointer là depuis un an ou deux. Voilà, donc cette première partie, voilà, et essayer de voir maintenant dans une seconde partie, qui est la partie 3, finalement, la réflexion par rapport au contexte énergétique, est-ce que c'est orthogonal ou est-ce qu'on va dans la même direction? Alors, j'ai dit de mettre cette diapo, c'est un calcul de coin de table que j'ai fait, mais ça m'a choqué, donc je vous le fais partager. Donc, le pétrole, c'est 350 millions d'années pour fabriquer le pétrole. Et en 150 ans, on en aura consommé la moitié. Vous voyez, c'est des chiffres, 350 millions d'années, en 150 ans, on en bouffe la moitié. Si on fait les divisions, ça veut dire qu'en une année de consommation, c'est grosso modo 1 million d'années de fabrication de pétrole, d'énergie solaire. Donc, derrière le pétrole, c'est de l'énergie solaire, hein, c'est des micro-algues, etc. Donc, en une année, on consomme l'équivalent d'1 million d'années d'énergie solaire. Donc, ce chiffre-là montre que c'est pas vraiment durable, hein, la situation, et on aura vécu 150 ans, voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait et quel est finalement le coût réel de l'énergie? Parce que là, on a puisé, mais on n'a pas eu le coût réel. Et puis donc, derrière, quelle priorité d'usage de l'énergie? Incidence de l'énergie. Donc là, j'ai repris des chiffres de Solagro, donc c'est des enquêtes assez exhaustives au niveau national. Donc avec, là, j'ai pris 4 productions, bovin lait, bovin viande, porc, grande culture. Et c'est les mégajoules d'énergie non renouvelable par kilo brut. Mais ça ne veut pas dire grand-chose, puisque le lait, c'est quasiment que de l'eau, et les grandes cultures, c'est 85% de matière sèche. Donc j'ai sorti un autre graphe qui est les mégajoules dans le produit, les mégajoules fournis par le lait, les mégajoules fournis par la viande,
ramené aux mégajoules d'énergie non renouvelable utilisée. Donc on voit que les grandes cultures, c'est quand même intéressant parce qu'on va produire 5 à 6 fois plus d'énergie sous forme de blé, etc., qu'on aura consommé d'énergie non renouvelable. Donc il y a vraiment un bilan très favorable. Par contre, toutes les productions d'élevage, vous voyez, on est inférieur à 1, c'est-à-dire qu'on produit moins d'énergie qu'on en consomme. Et ce qui fait peur derrière, c'est, en fait, quand on regarde le rapport, les porcs produisent 6 fois moins d'énergie ramenée à l'énergie consommée que les grandes cultures, et on est sur un rapport de 12 pour la viande. Dit autrement, donc c'est l'efficience énergétique est 6 à 12 fois moindre pour les productions animales, ce qui veut dire que l'inflation du prix de l'énergie aura une incidence 6 à 12 fois plus élevée en élevage versus les grandes cultures. Donc là, ça va faire mal. Et donc, quelles sont les capacités de l'élevage à relever ce défi? Et quel accès futur des productions d'élevage aux facteurs de production? Puisque qui dit consommation d'énergie dit quels sont les facteurs de production qui sont utilisés dans les productions d'élevage. Donc, ça revient à les revisiter. Alors, j'ai quand même laissé cette diapo. Bon, je ne sais pas si je mets beaucoup de temps ou pas là. Je l'ai simplifié. Donc, besoin en énergie qui augmente, raréfaction de l'énergie, donc le prix augmente. Donc, derrière, je fais des raccourcis. Ça veut dire que le prix des cultures augmente, le prix des produits animaux augmente pour différentes raisons. Et le pouvoir d'achat, on le sait tous, hein, c'est la question du jour, baisse aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le prix des produits animaux augmente et que le pouvoir d'achat baisse, eh ben, on va vers une baisse de consommation importante des productions animales. Et on commence à le voir sur des productions standards, comme le poulet, etc., où on est à des augmentations de prix de 25 à 30%. Alors, on peut faire appel aux politiques publiques de deux façons. On peut soutenir la production, c'est-à-dire compenser la production, c'est-à-dire donner de l'argent aux éleveurs pour compenser les surcoûts énergétiques. Et on peut aussi compenser le pouvoir d'achat, ce qui est fait sur les questions énergétiques ou autres. Le problème, c'est que ça ne pourrait être que transitoire et que sur le long terme, c'est pansement sur jambe de bois. Donc, sur le long terme, il faut vraiment imaginer des itinéraires de production à faible coût pour une compétitivité minimale de l'élevage vis-à-vis des grandes cultures. Donc, itinéraire de production à faible coût, donc abaisser le coût de production énergétique, et donc identifier les postes de consommation d'énergie directe ou indirecte. Donc là, c'est une approche analyse cycle de vie, ce qui était déjà le cas avant, je ne l'avais pas précisé. Et donc, je rappelle ici, alors c'est des grands chiffres, hein, il faut les prendre à la lettre, hein. C'est des moyennes, vous voyez, bovin, lait et viande, parce qu'en fait, on est assez proche sur les bilans globaux. Donc, l'énergie utilisée en élevage bovin, c'est quoi en France? C'est un quart de produits pétroliers, un quart d'aliments achetés, 15% de fertilisation, mécanisation, et puis les autres postes. Je mets les grandes cultures en face. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc, pétrole, finalement, on n'est pas très loin, 21-24%. Par contre, ça fait très très mal. Quasiment la moitié de l'énergie indirecte utilisée en grande culture, de l'énergie totale dont indirecte, c'est la fertilisation. Et dans la fertilisation, à 80%, c'est l'azote. C'est l'azote qui coûte extrêmement cher. Donc, vous voyez, ça pourrait être quand même très très intéressant par rapport aux problématiques grande culture, d'essayer de faire un transfert beaucoup plus systématique de fertilisation issue de l'élevage. Mais vice-versa, quand on analyse au sein de ce camembert-là les postes énergétiques qui sont directement ou indirectement liés à l'alimentation, on est à 75%. 75% du coût de l'énergie en élevage, c'est pour alimenter les animaux. C'est les produits pétroliers pour semer, récolter, etc. Bien sûr, c'est les aliments achetés, c'est la fertilisation pour faire de l'aliment, et c'est aussi les tracteurs, etc., qui vont servir au travail du sol. Donc 75%. Hop. Ah, je n'ai pas encore cliqué sur là. Il est mal foutu le truc. Là, je suis au début carrément. Là. Voilà. Ah, il est en bas le truc. Il faut passer. Il faudrait mieux le mettre direct. Là, je suis un peu vite. Alors, attends. En termes de timing. Ouais, c'est bon. Que tu n'as plus le temps. C'est que c'est ça. Oui, donc voilà, c'est juste la diapo d'avant. C'est bon. Donc, dans l'autre sens, on peut dire, ça serait, vu qu'on est à 75% du coût de l'énergie. C'était celui-là? Non, c'est pas celui-là, c'est celui d'avant. Je n'ai pas fini. Voilà. Ouais, enfin, vous l'avez vu. Voilà, donc ce 75%, pour le contourner, en fait, on aurait tout intérêt à essayer de voir dans ces systèmes de grande culture, finalement, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui être utilisé par l'élevage qui ne l'est pas encore. Les coproduits le sont un petit peu, par contre, il y a tout ce qui est interculture, consommation de résidus, etc., qui pourrait directement être utilisé par les animaux, sachant que l'énergie nécessaire à ces coproduits, ils sont déjà introduits en grande culture, donc ça serait zéro coût énergétique sur une clé d'affectation de ce type-là pour les animaux. Voilà, donc tout le monde s'y retrouverait sur un système comme ça.
Alors juste, si j'ai pas trop de temps, je vais aller super vite. Donc là c'est pour montrer, j'ai montré des chiffres moyens. On a fait ça sur 1200 enquêtes qu'on a fait en ferme sur 24 ans. C'est en eau, vin, viande. Autonomie fourragère, consommation d'énergie. Vous voyez, plus on est autonome, là c'est des systèmes qui sont quasiment tout terre sans concentrer. On est sur des consommations d'énergie de 20 mégajoules par kilo de carcasse. Et ceux qui en consomment le plus, on est à 160. Donc il y a quand même une marge de progrès qui est énorme. C'est de 1, nous dans ce cas-là, c'est de 1 à 6. Derrière les valeurs moyennes, on voit qu'il y a des gisements d'amélioration. C'est de faire attention. Voilà, donc recourir à des modes d'alimentation du troupeau peu énergie dépendants et peu en concurrence avec la production d'énergie. Moi, c'est ça qui me fait le plus peur, c'est que à la mesure où on va manquer beaucoup d'énergie, son prix sera très élevé, ça sera d'autant plus intéressant d'en produire. Donc c'est cette concurrence-là qui me fait peur. Donc un petit graphe en abscisse, c'est des ressources, c'est la capacité d'utiliser des ressources pour l'homme, donc ressources comestibles, très comestibles, moins comestibles. Et là, c'est une notion de dilution spatiale. Donc très dilué, peu dilué. Je parle de la ressource. Donc là, il y a une concentration spatiale importante, ce qui fait qu'une ressource qui spatialement est très concentrée, on peut la récolter, la mettre dans des méthaniseurs facilement. Si elle est très dispersée, ça ne vaudra pas le coup de la récolter. Voilà, c'est la notion qui est derrière. Petit jeu de couleurs, quand c'est en vert, c'est que l'élevage s'y retrouve, en rouge, ça va être très difficile. Donc quelques exemples, là on a des céréales protéagineux, là on a des coproduits qui sont difficilement comestibles par l'homme, et là il y a de la paille, c'est encore pire. Et vous voyez, là pour l'instant, je n'ai rien mis en haut, mais on peut aussi trouver des ressources qui sont encore plus favorables et moins concurrencées, des ressources très diluées. Donc là, la paille, c'est qu'on peut la mettre dans des méthaniseurs ou des usines thermiques. Les intercultures, c'est déjà plus difficile. Et on va jusqu'à résidus de culture, vergers, vignobles, parcours landes. Là, on ne va jamais aller mettre des moyens mécaniques pour récolter, en faire de l'énergie. Donc là, l'élevage peut vraiment être développé à des coûts très intéressants. Avec, voilà, plus on va descendre ici, plus les coûts de production seront élevés. Ce qui veut dire que plus le prix de mise en marché devra être important pour que l'éleveur puisse avoir un revenu. Voilà, en synthèse, j'ai quasi fini, je ne vais pas regarder l'heure. Donc, sur les deux questions, quelle place de l'élevage et adaptation par rapport au contexte? Donc, finalement, il y a une grande convergence des solutions d'adaptation. Donc, des ressources dédiées à l'élevage peu coûteuses et peu concurrentes d'autres utilisations, dont l'alimentation humaine et la production d'énergie. Et donc, il y avait la question de redistribuer pour ça l'élevage dans les territoires. J'en ai beaucoup parlé dans la première partie, mais c'est totalement vrai pour la seconde. Sachant que je suis obligé de faire court, il faudrait distinguer aussi ruminant monogastrique parce qu'on ne décline pas tout à fait de la même façon. Deux diapos de conclusion. Donc, la facilité d'accès aux ressources fossiles et leur disponibilité a conduit à la mise en place de systèmes d'élevage le plus souvent énergivores et très dépendants des grandes cultures. Et donc, la raréfaction de l'énergie va conduire à exacerber la concurrence pour l'utilisation des surfaces agricoles. Si on n'a plus d'énergie dans le sous-sol, il faudra la produire sur les surfaces. Rehausser fortement le prix de revient des produits agricoles en particulier. C'est favoriser les systèmes à faible intrant, et ça, je ne l'ai pas encore dit, mais la bio est déjà bien placée, ne serait-ce que par la fertilisation azotée de synthèse qui n'est pas utilisée. Et donc, ça va pousser l'élevage à utiliser des surfaces et des ressources peu concurrencées par d'autres valorisations. Et pour terminer, donc globalement, la durabilité de l'agriculture et le coût de l'énergie vont nous conduire à une forte une certaine révolution. Donc, la place de l'élevage, quelle place de l'élevage dans l'agriculture? Quel couplage aux autres productions? Quelle distribution dans le territoire? Derrière, quel système de production? Quelles ressources les systèmes vont utiliser? Quels objectifs de productivité? Quelle race, etc. On peut décliner très loin. En ricochet, gros questionnement sur les filières actuelles, sur les compétences et services dans les territoires, les caractéristiques des produits. Et je pense que de toute façon, au-delà de ces questions-là, il faudra vraiment envisager de rémunérer les autres services rendus par l'élevage via les politiques publiques, les fameux PSE dont on parle depuis pas mal de temps, qui seront dans ce schéma-là, à mon avis, incontournables. Voilà, avec une photo pour montrer qu'on peut avoir des élevage qui ne soient pas concurrentiels, enfin concurrencés. Voilà, il y a un petit cratère pas loin d'ici. Merci. On attend de prendre une ou deux questions. Assez rapide. Quand tu disais tout à l'heure, tu sais, si on revient sur la carte de France, il y aurait une forme avec la carte de France, et l'évolution en fait, des cheptels. La question, c'est qu'on a une décapitalisation qui est accélérée, plus importante que ce qu'on avait imaginé. Ce matin, on disait encore qu'on allait aller beaucoup plus vite que qu'on prévoyait, avec les sécheresses successives. Donc finalement, ta carte de France, est-ce qu'on a besoin d'être aussi sévère que ça ou
Ou Ça va il se n'y a faire pas tout seul. déjà Ça va se faire tout seul, tu veux dire. par défaut, ouais. Malheureusement, souvent, les évolutions sont dictées par des crises, quoi, et on y est, donc c'est ça qui fait avancer, et parfois un peu brutalement, quoi. Donc, là, c'est vrai que la situation pour un certain nombre d'élevages est très difficile. Et donc, on ne maîtrise pas trop après comment repositionner les élevages, parce que c'est très facile d'arrêter un élevage dans une zone donnée. Par contre, une région où il n'y en a pas eu historiquement depuis 70 ans, reconstituer toute l'organisation de l'élevage, c'est très difficile. Donc, les phases de transition, à mon avis, si elles ne sont pas préparées, ça va être dur. Parce que là, en fait, on parle aussi des abatteurs. Hein. Ce matin, ils disaient qu'ils faisaient tourner nos outils d'abattage 4 jours sur 5, là, parce qu'il manque de matières premières. Donc là, si on imagine ta structure des nouvelles cartes de France, ça veut dire où sont placés tes outils d'abattage de proximité pour que du coup, ça fonctionne. Alors, la grosse question qui est derrière, c'est que tout ce qui est aval des filières a été structuré via des économies d'échelle, donc abatteurs, transformateurs. Et par contre, pour ce qui est de la production, on aurait plutôt intérêt à aller vers des économies de gamme. C'est-à-dire économie de gamme, c'est diversifier et jouer le fait qu'avec plusieurs produits, on va économiser sur un certain nombre de choses. Et en fait, c'est antagoniste quelque part. Pour l'instant, c'est les filières qui sont structurées en économie d'échelle. Donc, pour ça, il a fallu vraiment concentrer. Et on voit bien les enjeux aujourd'hui au niveau de la production. Et en fait, les intérêts sont plutôt sur l'économie de gamme et de la diversification. Donc, ça frotte. Et s'il n'y a plus de producteurs d'élevage, de toute façon, les outils ne seront plus là. Donc, je suis désolé, je vois vos visages un peu... Une bonne introduction. Ça a osé la présenter en Bretagne? Pas encore. Déjà au pôle bio, à l'AG du pôle bio l'année dernière, et la première question c'était là-dessus. Quid de nos outils de transformation, quoi. Producteur laitier qui m'a dit nos outils qu'on a structurés depuis 5-10 ans, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Okay. Deuxième question. Très bien, merci. Ouais. Parfait, merci beaucoup. J'ai juste peut-être une remarque. Ça va être compliqué dans certaines zones aussi de remettre de l'élevage. Quand il n'y en avait pas depuis longtemps, ce que vous avez dit. Et nous, on a certains projets, par exemple, c'est de développer une filière qui n'est pas présente en Nouvelle-Aquitaine, et ça ne marche pas. Ouais. Malgré un prix attractif, malgré des aides, malgré etc. Donc, je pense que c'est très vertueux, mais après, comment est-ce qu'on y arrive? Quels sont les outils? C'est assez conceptuel, comme on dit dans notre jargon, mais après, la mise en pratique, moi, je ne pense pas avoir les compétences pour parler de comment on peut développer ça derrière. C'est ce qu'il faudrait faire, mais après, comment on y va? C'est la perte de savoir-faire aussi. Hein. Quand tu n'as pas eu d'élevage, tu ne sais plus faire et apprendre. Oui, mais quand il n'y a plus de filière, pour arriver à comment, les premiers qui vont se lancer, comment ils vont commercialiser, c'est pour eux que ça sera plus difficile. Les abattoirs à la ferme. Abattoirs à la ferme, il faut imaginer d'autres. Ouais.